Échiquier international, bienvenue à tous. Raza, 17e jour de bombardement, 500 morts, dont 180 enfants. En l'espace de moins de 24 heures, en tout et pour tout, ce sont plus de 5200 Palestiniens happés par les foudres de l'aviation sioniste depuis le début de l'agression le 17 octobre dernier. La communauté internationale tente de lancer des appels, pour l'instant inaudibles. Comment peut-il en être autrement lorsque l'on a des grandes puissances et leurs présidents comme les États-Unis ou le Premier ministre anglais ou le président Macron aussi plaider pour le droit à la sécurité pour un État racialiste belliqueux qui a à sa tête une myriade de ministres messianistes et autres politiciens autour d'un Premier ministre impliqué dans 3 affaires de corruption, une tendance en tout cas qui s'assume désormais ouvertement, c'est-à-dire qui assume une sorte d'ethnicisme et une volonté d'annexer la Palestine historique, et peu importe le sort des habitants sur place, c'est-à-dire le peuple palestinien qui doit, de gré ou de force, partir. C'est une sorte de Nakba permanente. Les opérations de Raza s'inscrivent en tout cas dans cette politique. Or, on entend souvent chez les obligés officieux du sionisme sous les hémisphères du Nord que l'entité sioniste représenterait la seule démocratie de la région, voire l'avant-poste de la civilisation occidentale avec ses valeurs progressistes au milieu de pays arabes archaïques et sanguinaires. Alors, l'entité sioniste, une démocratie vraiment? Regardons les choses de plus près. On parle ici d'un système qui établit dans la loi 2 catégories de citoyens, une hiérarchisation des droits en fonction des catégories d'origine. Ceci est inscrit d'ailleurs dans le corpus juridique avec un parlement sioniste qui vote une loi en 2018 allant dans ce sens. Une loi ségrégationniste, identitaire, xénophobe et islamophobe sont le paradoxe des lois démocratiques en principe, le tout assumé de plus en plus dans cet espace dont la seule porte de garantie d'existence est la guerre et la haine. Une politique d'ailleurs importée ailleurs puisque le choc des civilisations comprenait l'islam contre le natif occidental est répandu, encouragé, dont les émissaires à Paris, Londres et Washington s'expriment sans mesure langagière avec une parole décomplexée. Une politique dont le vecteur poussé à sa limite pourrait enclencher des crises réelles. Donc on se pose la question, comment en est-on arrivé là? Quelles seraient les conséquences pour les Palestiniens et le monde arabe, voire pour les Juifs eux-mêmes qui se posent aussi des questions? On en parle avec notre invité du jour, le tout dans un instant. Je vous le disais, un État raciste dont les lois, les exactions actuelles à Raza, avec ses 5000 morts, s'inscrivent dans cette tendance. Aucun débat en Occident au sein des espaces autorisés concernant l'essence de l'entité sioniste. Rares sont ceux qui s'expriment sur ce sujet, c'est-à-dire l'occupation indigne et le danger de cette idéologie identitaire, si ce n'est que certains Palestiniens, juifs aussi, comme aux États-Unis, qui actent de plus en plus leur divorce avec le sionisme. Pour en parler justement, je reçois Sylvain Sipel, journaliste et auteur d'un livre qui fait débat, L'État d'Israël contre les Juifs. Bonsoir Sylvain Sipel. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Mais avant de commencer les échanges, Sylvain Sipel, je vous propose de faire un point sur la situation razaoui avec ce prochain sujet. Il est signé Iman Mirat. Depuis le 7 octobre dernier, Raza vit sous les bombardements incessants des forces armées sionistes, point de répit pour les Razaouis qui ne comptent plus leurs pertes, et humaines et matérielles, devant le mutisme assourdissant des instances internationales. Des familles entières décimées par les frappes sionistes, celles encore en vie sont forcées de se déplacer dans les camps à Khan Younes, au nord de Raza. Dépités, les survivants pleurent leur mort et attestent qu'ils vivent dans un véritable cauchemar sans fin. Dima El-Medani, jeune Razaoui âgé de 18 ans, encore sous le choc, raconte son histoire. Je suis allée chercher ma mère, mon père et mes frères et sœurs à la morgue.
Au début, ils m'ont dit de venir voir ma mère et ne m'ont pas montré son visage, mais je l'ai reconnue à ce qu'elle a au pied. Que Dieu bénisse son âme. J'avais le cœur brisé, c'était comme un cauchemar. Ils ont ouvert le cercueil de mon père et n'ont montré aucun signe de blessure, mais il est mort. Que Dieu bénisse son âme. J'avais une sœur de 16 ans parmi les morts et ils ont écrit mon nom sur son cercueil, car ils pensaient que c'était moi. Son corps ne présentait aucun signe de blessure, mais peut-être qu'elle est morte de blessures internes. Au total, 13 membres de la famille de Dima ont été assassinés lors de bombardements sionistes. Ils m'ont aussi montré ma petite sœur. Elle est en première année et ils m'ont demandé qui est-elle. Au début, je ne l'ai pas reconnue à cause de toutes les coupures et brûlures sur son visage, puis ils ont écrit son nom sur son cercueil. Je n'aurais jamais pensé que ma famille finirait ainsi. J'avais le cœur brisé. C'est un cauchemar. Je n'arrive pas à y croire. Jusqu'à présent, ils sont tous morts. Il ne reste plus personne. Le nombre des martyrs palestiniens ne cesse d'augmenter. Les forces de l'armée sioniste intensifient leurs raids à l'encontre de Gaza, les civils principales cibles du colon sioniste, un véritable génocide à ciel ouvert. Alors, Sylvain Sipel, première question, est-ce que ce massacre à Gaza vous surprend je pose la question, puisque dans vos ouvrages, dans le dernier L'État d'Israël contre les Juifs, vous décrivez un peu les prémices d'une classe politique sioniste dont les desseins sont la guerre et surtout le but est de vider la population de Gaza de ses habitants. Enfin, pas seulement la population de Gaza, la frange d'extrême droite coloniale qui est rentrée au gouvernement entend et le dit clairement, à terme expulser les Palestiniens, qu'ils soient en Cisjordanie ou qu'ils soient à Gaza. Donc voilà. Alors maintenant sur ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer a été annoncé tout de suite par le Premier ministre israélien Netanyahou, c'est-à-dire qu'il a dit que la réponse au 7 octobre, c'est-à-dire à l'attaque de Hamas dans l'environnement, dans les terres israéliennes qui sont proches de Gaza, et le nombre de morts israéliens et les sévices qui ont été faits par les assaillants aura un prix absolument gigantesque. Donc il y a deux choses, je pense. La première chose, c'est que la population israélienne est totalement sous le choc. La population israélienne avait l'absolue conviction que la barrière de protection qui avait été construite par l'armée israélienne autour de Gaza et qui enfermait Gaza dans ce qu'on appelait une prison sans toit, c'est-à-dire que personne ne pouvait en sortir sans accord, sans l'aval de l'armée israélienne, ils étaient absolument persuadés que c'était infranchissable pour quiconque et que personne ne pourrait sortir de Gaza pour mener une attaque. Ça, c'est le premier. Et donc, aujourd'hui, le sentiment profond, c'est que l'armée israélienne a été battue. Elle a été battue conjoncturellement à un moment donné par des gens qui l'ont attaquée, mais de facto, ça a été une défaite puisque les Israéliens ne pouvaient pas imaginer qu'une attaque pareille puisse advenir. La deuxième chose qui me semble très importante, c'est que, et vraiment très important, c'est que l'attaque du Hamas, cette fois-ci, était très différente des attaques précédentes. Les attaques précédentes sont des attaques qui se faisaient, parce qu'ils n'avaient pas d'autres moyens, qui se faisaient par le tir de missiles. Au début, c'était des missiles vraiment, on peut dire, des roquettes artisanales, mais au fur et à mesure, ils ont été capables d'obtenir ou de construire des missiles. Et en 2021, qui était le précédent affrontement armé, eh bien, ils avaient réussi à tirer des missiles, évidemment, à l'intérieur d'Israël, mais même jusqu'à Jérusalem et jusqu'à Tel Aviv. Le gouvernement et l'armée israélienne étaient absolument convaincus que rien n'adviendrait, qu'ils continueraient à tirer de temps à autre des missiles et qu'eux, ils continueraient à bombarder les populations civiles et comme tous les 2 ans, il y aurait une guerre de quelques jours et que tout ça s'arrêterait. Cette fois-ci, ça a été différent. D'abord parce qu'ils ont franchi ce qui était supposé être une frontière infranchissable.
important, c'est que ce faisant, le Hamas a réussi à faire deux choses. Ils ont obtenu un truc extraordinairement positif pour la cause palestinienne. Et ils ont fait quelque chose qui lui est très négatif. Ce qui est positif, c'est qu'il y a encore moins d'un mois, 3 semaines, Netanyahou rencontrait Biden et Mohammed bin Salman, le Saoudien, à New York, à l'Assemblée générale, après l'Assemblée générale de l'ONU. Et qu'est-ce que il rentrait en Israël et il disait c'est une victoire extraordinaire. Désormais, la question palestinienne n'existe plus. C'est fini, c'est sous le tapis. Alors évidemment, il n'a pas dit dans ces termes-là, mais ça voulait dire ça. Ce qu'a fait le Hamas, c'est de dire ah bon, vous croyez que la question palestinienne c'est fini? Eh bien, vous allez voir. Et aujourd'hui, plus personne ne peut dire on va leur donner un peu de fric et puis ils devront être contents et ils nous foutront la paix pour toujours. Cette idée-là, elle est foutue. Elle est finie. Alors on avance. J'ai terminé. On avance. L'aspect négatif. Alors on avance. Monsieur Sipel, alors je voudrais qu'on reste justement dans la première partie de notre... Je vais dire, s'il vous plaît. Juste en 2 phrases. Ça, j'ai dit l'aspect positif. L'aspect négatif, ce sont les modalités. Les modalités porteront préjudice longtemps à la cause palestinienne et c'est tout à fait désolant. Et surtout, je pense que c'est une erreur politique. C'est une erreur politique. Attaquer les soldats pour était une chose, s'en prendre aux civils comme ils l'ont fait était une erreur. Et je pense que malheureusement, le coût que les Palestiniens vont payer, d'abord un coût humain. Mais vous savez, c'est comme vous parliez du FLN, c'est comme on avait posé la question au résistant Ben Mehdi, on l'avait dit, pourquoi est-ce que vous tuez au fond des civils avec vos paniers de bombes? Et il avait dit, donnez-moi vos avions et j'échangerai bien mes paniers de bombes avec vos avions. Donc c'est toujours le vieux débat, le résistant, il fait avec ce qu'il a, il n'a pas le luxe du combat ou de l'armée opérationnelle. C'est toujours ce vieux débat. Donc on ne peut pas reprocher aux Palestiniens d'avoir une forme de morale. Ils résistent. On parle aussi d'une situation d'occupation qui dure depuis 50 ans, avec le silence de la communauté internationale. On ne peut pas aujourd'hui reprocher ça aux Palestiniens, Monsieur Sipel, honnêtement. Mais bon, bref, on va avancer. Je voulais rester sur vos ouvrages, dans un ouvrage. Allez-y. Je dis que ce sera préjudiciable. Le monde a changé. Mais nous ne sommes plus en 1954. Oui, mais Monsieur Sipel, je veux dire, ça peut pas être pire qu'avant. Mais ça peut pas être. Mais ça peut pas être pire qu'avant. On est en train de parler d'un État palestinien qui était en train de fondre comme neige au soleil. On a une catégorie, il y a Cisjordanie et Gaza qui ne sont pas connectés. On est en train de parler de confettis. Il y a une colonisation qui se fait au nez à la barbe de la communauté internationale. Il y a le soutien de l'Occident. Les Palestiniens sont abandonnés, Monsieur Sipel. Honnêtement, on peut pas leur reprocher ça. Ils ont le monde contre eux, Monsieur Sipel. C'est pas. Je comprends vos questions, mais. Enfin bref, c'est pas grave, on débat, c'est pas grave. On va débattre, mais on va avancer, on va continuer à débattre avec grand plaisir. Il n'y a pas de problème. Justement, je voulais revenir sur un de vos ouvrages. D'ailleurs, vous-même, vous parlez de ça, puisque dans un ouvrage qui est sorti il y a quelques années, vous parlez des emmurés en parlant des Palestiniens. Et vous parlez aussi, vous décrivez l'esquisse d'une politique d'extrême droite. Ce sont vos mots qui dérivent largement jusqu'à faire peur aux Juifs eux-mêmes, Monsieur Sipel. Oui, c'est vrai, oui. Allez-y. Alors, quoi la question? La question, c'est que vous-même, vous avez vu une politique d'extrême droite dérivée de d'une classe politique et messianiste. Oui. Il y a, dans le sionisme, il y a 2 choses. Il y a un mouvement d'émancipation nationale et il y a une posture coloniale. C'est-à-dire que l'histoire a fait qu'en 1948, les Juifs ont obtenu, dans les conditions qu'on connaît, qui a été très néfaste pour les Palestiniens, un État. Ils ont continué et ils ont, en 1967, conquis les territoires occupés.
Depuis ce jour, ils veulent tout faire pour les garder. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont au fur et à mesure devenus, pour l'essentiel, un État colonial. Et c'est même un des derniers États coloniaux sur Terre. Il y en a quelques autres. Les Kurdes sont dans une situation coloniale en Turquie et ailleurs, mais il y en a très peu. Et Israël est vraiment un des derniers États coloniaux. Donc ça, c'est la première chose. Et je pense que Israël prétend représenter tous les Juifs du monde. Et d'ailleurs, c'est quelque chose d'intéressant. Quand ils ont consacré Jérusalem comme leur capitale, les autorités israéliennes ont dit que ce n'est pas seulement la capitale d'Israël. Ils ont dit c'est la capitale éternelle du peuple juif. C'est-à-dire que le peuple juif serait supposé n'avoir qu'une capitale qui serait Jérusalem et une seule vraie patrie qui serait Israël. C'est-à-dire qu'Israël entend parler au nom de tous les Juifs. Ce qui se passe actuellement, c'est qu'avec le temps, le colonialisme israélien a pris des allures tellement importantes que les organisations des droits de l'homme israéliennes disent qu'aujourd'hui, l'État d'Israël est un État d'apartheid. C'est même la première organisation qui l'a dit, et depuis, Amnesty International et d'autres organisations sont revenues et ont dit oui, l'État d'Israël est un État d'apartheid. Et ça, c'est l'aboutissement d'un long processus qui a fait que des gens qui en Israël étaient interdits de se présenter aux élections parce qu'on les considérait comme des fascistes racistes, aujourd'hui, ils ont dans leurs mains le ministère des Finances, le ministère de la Police et encore 3 ou 4 autres ministères. C'est ça l'évolution d'Israël. Alors, c'est devenu un État apartheid, c'est comme ça. Alors justement... Et c'est inscrit dans la loi fondamentale. Il y a une loi qui a été adoptée en 2018 et qui dit clairement que les Juifs ont des droits que les citoyens israéliens non juifs n'ont pas. C'est-à-dire les Palestiniens. Justement, on vous lit dans l'État d'Israël contre les Juifs, vous décrivez aussi le quotidien des Palestiniens sous l'occupation. On en parle tout de suite après la coupure pub, si vous le voulez bien. À tout de suite. Retour à l'échiquier international où il est question des événements à Gaza et en Palestine, où on reçoit aujourd'hui Sylvain Sipel, auteur de l'État d'Israël contre les Juifs. Alors, monsieur Sipel, on va un peu parler de l'ouvrage, puisque vous y décrivez aussi le quotidien des Palestiniens sur l'occupation avec une forme de banalité de la violence et de l'humiliation. On tue tous les jours des Palestiniens, hein, sans parler des à côté. Donc c'est une stratégie finalement à rendre fou. Vous racontez aussi ces checkpoints dont l'ouverture n'obéit à aucune logique, des arrestations arbitraires, une soldatesque sioniste qui pénètre les maisons au milieu de la nuit, on saccage tout. On comprend en lisant votre livre que le but est de pousser les Palestiniens à bout et vouloir les faire partir. Écoutez, j'ai écrit ce livre en 2020. En 2020, quand je l'écris, la situation était moins pire qu'elle est aujourd'hui. Depuis les élections qui ont amené au pouvoir la coalition qui s'appelle sioniste religieuse, depuis ces élections, c'est-à-dire il y a moins d'1 an, les colons en Cisjordanie se sentent pousser des ailes. Ils ont toujours considéré que la Cisjordanie leur appartenait et qu'il fallait faire partir les Palestiniens. Alors pas tous, mais un très grand nombre parmi eux. Il y a 2 types de colons, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais ils n'auraient jamais pensé qu'ils auraient leurs propres dirigeants les plus extrêmes
aux postes les plus importants du gouvernement israélien. Qui était une minorité au début, hein, qui était une minorité il y a 30 ans, 40 ans, qui devient maintenant une... Vous savez, dans les années 80, ils ont été interdits. Il y a 40 ans, on leur a interdit de se présenter aux élections sous le motif qu'ils sont racistes. Aujourd'hui, ils sont les rois. Et surtout, ils ne sont pas si nombreux que ça. Mais comme on dit, c'est eux qui imposent l'agenda. C'est eux qui décident la ligne. Et de ce point de vue-là, et pour une raison qui est anecdotique, mais qui est importante, c'est que M. Netanyahou craint toute une série de procès. Il est accusé de toute une série de délits. 3 affaires de corruption dans la vente de sous-marins aux Allemands. Voilà, des choses comme ça, en tout cas de corruption, très importante. Et il a besoin de leur soutien pour faire passer une loi au Parlement qui lui donnera l'immunité. Et donc il est tenu par ces gens-là, parce que sans eux, il peut tout perdre et il ira au procès, il risque d'être condamné et même d'aller en prison éventuellement. Ça nous rappelle un peu le cas d'Ehud Olmert qui est passé par la case prison, ou même le président sioniste Moshe Katsav qui était allé aussi, qui a fait un séjour en prison, un long séjour en prison pour une histoire de mœurs. Vous m'impressionnez là, parce que je vois que vous connaissez bien l'histoire d'Israël en fait. Alors, on va revenir aux événements de Raza. Vous en avez fait allusion tout à l'heure. Vous avez évoqué les unités palestiniennes qui pénètrent l'espace sioniste, la résistance. On était obligé de reconnaître que le projet de l'État palestinien, concrètement, s'éloignait. On voit une Cisjordanie, on voit sur une carte, hein, une simple carte, une Cisjordanie coupée de Raza. Je pose ma question. Une Cisjordanie coupée de Raza, sans parler des colonies qui grignotent le territoire razaoui. C'est une sorte de cantonisation. Mais un tel projet, c'est-à-dire dans la tête des sionistes, qu'est-ce qu'on ferait finalement des Palestiniens? Écoutez. Quel est le sort des Palestiniens dans... Il y a deux choses qui sont différentes. Qu'est-ce qu'on voudrait faire et qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ce qu'on voudrait faire, c'est le rêve. Et le rêve, c'est d'avoir un pays qui va de la mer au Jourdain et qui soit vidé de ses Arabes. Ça, c'est le rêve. Après, il y a la réalité. Dans la réalité, les dirigeants israéliens savent pertinemment que expulser toute une population des territoires occupés, il faudrait des conditions tout à fait particulières et beaucoup plus importantes qu'en 1948. Pour deux raisons. En 1948, à cause de l'échec de la grande grève nationale qui avait duré 3 ans contre l'occupant britannique, les Palestiniens avaient été écrasés 10 ans avant. Et c'est ça qui explique leur incapacité à résister dans la guerre de 1948, et c'est pour ça qu'ils ont perdu. Ils étaient affaiblis. Ce n'est plus le cas. Et aujourd'hui, il est évident que si on essayait d'expulser dans une nouvelle Nakba les Palestiniens, il y aurait une révolte généralisée de la population qui est occupée par Israël, et il y aurait sans aucun doute une mobilisation du monde arabe, et en particulier, sans aucun doute, du Hezbollah et d'autres qui rentreraient dans la danse. Donc, les Israéliens savent qu'il faudrait vraiment une conjoncture presque inimaginable pour y arriver. En revanche, ils avaient fait à Gaza la prison à ciel ouvert. Bon, et en Cisjordanie, ce qu'ils visent et ce qu'ils font depuis maintenant des années, c'est prendre les terres, en expulser les populations et les rassembler dans des bourgs ou dans des villes ou autour des villes. Vous avez, par exemple, il y a une ville qui s'appelle Yatta, il y a 40 ans, 30 ans, c'était une ville de 4 000 habitants. Aujourd'hui, il y a 70 000 habitants. Il y a 70 000 habitants parce que les Israéliens ont pris leurs terres et ont poussé les gens
à se regrouper dans des zones urbaines pour capter les terres et l'eau qui va avec, et pour que les Palestiniens soient enfermés dans des minuscules Bantoustans, Mais les uns par rapport Mais aux Sylvain autres. Sipel, tout ceci se passe au mépris du droit international parce que c'est une stratégie qui est proscrite. L'ONU condamne ce type de stratégie. Comment vous expliquez qu'on laisse faire l'État sioniste? D'ailleurs, vous en parlez dans votre livre. Quand vous essayez d'interroger un membre de l'unité sécuritaire sioniste, vous lui dites: qu'est-ce que vous pensez du droit international? Il vous dit: je ne suis pas un expert du droit international. Moi, mon boulot, c'est la sécurité. C'est-à-dire, en fait, on méprise les lois ou les déclarations des droits de l'homme internationales. Il dit: je ne connais pas le droit international, je ne connais que la loi israélienne. C'est-à-dire la loi de la force. C'est-à-dire la loi de la force. C'est-à-dire on applique de la force. Quand il n'y a pas de résultat, c'est qu'on n'a pas appliqué assez de force. Il faut monter en intensité. Exactement, exactement. Là, la réponse à votre question est assez simple. Ça a duré, depuis 1967, je ne sais plus combien de résolutions ont été adoptées à l'Assemblée générale de l'ONU. Un nombre absolument incalculable. Il y a eu aussi, mais les résolutions de l'Assemblée générale, elles ne sont que consultatives. Il faut que ça passe par le Conseil de sécurité. Ce qui s'est passé, c'est que sur la question israélo-palestinienne, les États-Unis, de manière absolument systématique, ont opposé leur veto. Et donc, elles n'ont jamais été adoptées. Rien n'a changé à l'ONU. Alors, on peut dire que d'autres États faisaient pareil. Les Russes ont longtemps fait pareil pour tout ce qui concernait leur politique à eux. Mais les Américains, quand ça touchait Israël, veto. Le seul qui s'est opposé une fois, c'était juste avant de partir, ça a été Obama, sur la question des territoires, sur la question de la colonisation des territoires. Il s'est abstenu. L'Amérique s'est abstenue et la résolution est passée. Mais sinon, les États-Unis ont empêché toute décision de l'ONU. Alors, c'est ça la réponse, j'en ai pas d'autre. Alors Sylvain Sipel, je voulais justement, tout à l'heure vous avez fait une allusion en disant qu'il y avait peut-être plusieurs catégories de colons sionistes, et vous parlez d'un épisode en 1967 quand l'armée sioniste arrive et occupe Jérusalem, et il y a un général un peu, vous le dites, un peu religieux, un peu messianiste, qui d'emblée propose qu'on détruise la mosquée d'Al-Aqsa. Et là, il y a l'ancien ministre Moshe Dayan qui lui dit: mais on ne peut pas faire ça, une guerre nationaliste, c'est une chose, mais une guerre religieuse serait une folie sans nom. Donc déjà, peut-être on voit les catégories des deux colons, des deux formes de colons qui s'opposent déjà d'emblée. Je pensais à autre chose, mais vous dites un truc très important. Quand le rabbin Goren, il s'appelait Goren. C'est Goren, exactement. A dit ce qu'il a dit, à peu près 98% de la société israélienne l'a pris pour un foldingue, pour un malade mental. Ils ont dit: mais si on détruit la mosquée Al-Aqsa, mais c'est la guerre de 1000 ans avec l'islam, il faut absolument pas faire ça. Moshe Dayan, qui était ministre de la Défense, il a dit: mais qui a besoin d'un Vatican juif? Et qui n'était pas à attendre. Il a dit: nous avons un accord avec le Waqf jordanien, c'est lui qui gère les lieux saints musulmans, il ne faut pas y toucher. Aujourd'hui, et c'est là où on voit l'évolution coloniale de l'État d'Israël, entre 1967 et aujourd'hui, les gens qui pensent comme le rabbin Goren à l'époque, mais ils ont des députés, ils ont des ministres, ils sont vice-présidents au Parlement aussi. Mais oui, bien entendu, ils ont des députés importants, ils ont des ministres, ils ont des séminaires, ils ont des écoles, ils dirigent des écoles. Enfin, ils ont un appareil semi-étatique, semi-politique qui est extrêmement puissant. Et ils ont avec eux une partie de la population qui adhère. Il y a sans arrêt des défilés désormais de colons israéliens devant Al-Aqsa tous les samedis. Et ça, si ce n'est pas une provocation,
Alors, on reprend le débat dans un instant, puisqu'on va évoquer la situation dramatique des Palestiniens qui tentent de survivre, mais plus les jours s'égrènent et plus on craint une catastrophe humanitaire. C'est en tout cas le cri d'alerte lancé par les médecins de cette unité de soins intensifs à Gaza. Et c'est votre prochain sujet, il est signé Madame Ziane Zitouni. L'unité de soins intensifs néonatales de l'hôpital Shifa à Gaza est confrontée à une énorme catastrophe. Une situation résultante de la pénurie de médicaments vitaux de base et de coupures du courant électrique. Le chef de cette unité de soins, le docteur Nassar Boulboul, a déclaré que le département ne fonctionne qu'avec 10 extracteurs d'oxygène. Les médecins évoquent un manque terrible de médicaments de base, notamment d'antibiotiques. Nous appelons tout le monde à envoyer les fournitures médicales nécessaires à ce département qui fait face à une situation critique. Sinon, nous serons confrontés à une énorme catastrophe. Si l'électricité est interrompue dans ces départements où se trouvent 55 bébés, nous perdrons tous ceux qui ont besoin d'électricité au bout de 5 minutes. Certains membres de l'équipe du docteur Boulboul ont été contraints de travailler dans d'autres hôpitaux du sud de Gaza en raison des frappes sionistes et du blocage des routes. Nous travaillons en équipe de 4 médecins. Tous mes collègues médecins vivent dans le sud de Gaza et à cause des frappes sionistes et du blocage des routes principales, ils travaillent désormais dans les hôpitaux du sud, à At-Tahrir et à l'hôpital des Martyrs d'Al-Aqsa. Les médecins ne soignent pas seulement les nouveau-nés, mais aussi tous les enfants qui ont besoin de soins médicaux parmi les quelques 60 000 personnes réfugiées à l'hôpital. Depuis le premier jour de l'assaut sioniste, nous souffrons gravement dans ce département. Nous soignons non seulement les nouveau-nés, mais aussi les enfants qui ont fui vers l'hôpital Shifa. Plus de 60 000 personnes qui ont des enfants souffrant de problèmes médicaux. Les médecins et les infirmières sont chargés d'examiner ces enfants. Suite à l'appel des dirigeants mondiaux et des organisations humanitaires pour l'entrée de l'aide essentielle à Gaza, des camions et des avions transportant toutes sortes d'aides provenant de plusieurs pays ainsi que de l'Organisation des Nations Unies sont envoyés dans l'espoir d'alléger une crise humanitaire dont la dangerosité s'aggrave de jour en jour. Alors, dernière partie de notre échiquier international du jour où je reçois Sylvain Sipel, auteur, journaliste. Alors, Sylvain Sipel, les premiers sionistes ont voulu fonder un État, mais celui-ci, le gros problème, c'est que celui-ci a toujours eu du mal à se définir. Je le disais dès l'entame, on dit que c'est un État démocratique, mais en même temps, c'est une forme de théocratie un peu particulière. Ce n'est pas un État pour tous les citoyens, mais un État seulement pour les Juifs. Donc, on a aussi une forme de tribalisme grandeur nature. Shlomo Sand, l'historien, prétend que ce manque d'assises, ce paradoxe au sein de ce socle constitutionnel, même s'il n'y a pas de constitution, mais il y a des lois constitutionnelles qui sont considérées comme un peu la constitution. Mais en tout cas, ce paradoxe au sein de ces lois constitutionnelles pourrait faire disparaître à moyen terme l'entité sioniste. Qu'en pensez-vous ? Il y a une crise très profonde en Israël aujourd'hui. Alors, elle a été interrompue par la guerre actuelle, mais je pense que dès que la guerre sera finie, elle va reprendre. Il y a une crise très profonde sur l'identité d'Israël, et il y a une crise très profonde entre le camp religieux qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, le camp religieux sioniste s'est énormément renforcé en l'espace de 30-40 ans. Et les laïcs, on le voit dans toutes les manifestations qui étaient hostiles à Netanyahou. Vous savez, tous les samedis soirs, il y avait des manifestations dans les villes israéliennes pour que Netanyahou s'en aille et arrête d'essayer de faire passer sa loi pour modifier la justice israélienne en sa faveur. Et donc Israël vit une crise importante. C'est trop tôt pour essayer de comprendre comment la société va évoluer après ce qui vient de se passer. Mais ça va laisser des marques très fortes, très très fortes. Alors, moi, j'aime pas être prophète, j'aime pas prophétiser ou pronostiquer qu'est-ce qui peut advenir.
Mais, si vous voulez, là, ce qu'on explique aux Israéliens, ce que Netanyahou et les militaires expliquent aux Israéliens, c'est on va éradiquer le Hamas. Honnêtement, je ne sais même pas s'ils vont aller au sol. Je pense qu'ils hésitent réellement. Je pense qu'il y a des militaires aujourd'hui qui hésitent énormément à envoyer l'armée au sol. Alors ils peuvent continuer à bombarder, à faire des charniers les uns sur les autres. Mais en revanche, aller au sol, ce serait prendre un risque important et éventuellement avoir des pertes israéliennes vraiment, on ne peut pas dire massives, mais très importantes. Et d'autant plus, et si c'était un échec, ce serait encore plus compliqué pour le gouvernement israélien. Netanyahou moi je pense que Netanyahou va envoyer l'armée. Il va envoyer l'armée parce qu'il a promis au peuple qu'il va éradiquer le Hamas. Mais qu'est-ce que ça veut dire éradiquer le Hamas? Il va tuer encore 2000 militants, mais dans 3 ans il y en aura 2000 autres, même 4000. Et donc, il ne peut pas satisfaire l'attente de la population qui est de se débarrasser une fois pour toutes. Mais ils ne se débarrasseront pas une fois pour toutes des Palestiniens. C'est comme ça. Et donc, Israël, je pense, rentrera après, de plus en plus, Israël aura perçu que, au fond, il a gagné la bataille militaire, mais politiquement, il n'a rien gagné de cet écrasement. Et vous avez raison, moi, il y a quelque chose qui m'a terriblement choqué. Vous avez raison d'avoir montré ce qui s'est passé dans cet hôpital. Mais moi, il y a le truc qui est le pire. Vous savez, ils ont bloqué l'accès à l'eau, les Israéliens, pendant 3 jours, 4 jours. Vivre à Gaza sans eau, c'est presque impossible. Et c'est toute la population qui était concernée. Ce n'était pas des bombes, ce n'était pas des horreurs avec des gens déchiquetés, mais c'était juste une punition collective absolument insupportable. Mais peut-être que le but de ces bombardements est politique. Peut-être, comme on le disait au départ, on veut simplement pousser les Palestiniens à quitter leur maison et la Palestine, enfin les Palestiniens ont une longue mémoire. C'est ce qu'ils ont fait en 48. Et Ben Gurion, le premier ministre, avait dit on n'a jamais forcé les Palestiniens à partir, mais ils sont partis d'eux-mêmes. Mais ensuite, l'histoire faisant, on a vérifié que c'était pas tout à fait le cas, qu'il y avait beaucoup de mythes. Et aujourd'hui même, ce mythe n'est pas reconnu par les sionistes eux-mêmes. Au contraire, ils veulent même pas en parler. Mais on sait qu'on les a poussés à la sortie. C'est pareil en 67, où il y a 400 000 Palestiniens qu'on pousse à la sortie. Et quand on critique un peu ce mode opératoire, on dit, les sionistes disent, on n'a rien forcé du tout. C'est les Palestiniens de leur propre gré qui ont pris la route de l'exil. Je pense qu'il y a 2 changements. D'abord, la plupart des recherches, en particulier dans les archives militaires, ce sont des historiens israéliens qui les ont publiées. C'est-à-dire qu'à l'intérieur même d'Israël, vous avez des gens, et ils sont de plus en plus nombreux, vous avez des gens qui disent « oui, nous avons commis un crime ». Il y a un crime originel, cet État s'est bâti sur un crime originel. Peut-être qu'il n'est pas le seul au monde, mais c'est un fait. Selon les droits de l'ONU, Monsieur Sipel, est-ce que vous reconnaissez que selon les droits de l'ONU, c'est quand même un crime contre l'humanité et un crime de guerre, enfin, selon les conventions internationales, de forcer les populations civiles de quitter leur maison alors qu'il y a des bombardements qui s'intensifient? Est-ce que vous parlez d'aujourd'hui ou est-ce que vous parlez de la Nakba? Je parle de la Nakba et d'aujourd'hui surtout. Restons sur aujourd'hui. Restons sur aujourd'hui. Aujourd'hui, les images des enfants, les bombardements, c'est vrai qu'il y a le débat, on commence à s'inquiéter, mais par exemple, en France, on ne parle pas beaucoup de ça, on n'aime pas voir ces images, alors que c'est des crimes de guerre. Bien sûr, mais c'est un crime de guerre, c'est un crime de guerre massif. Après, de mon point de vue, ça ne rentre pas dans le codex juridique qui définit le génocide. Mais en revanche, moi, honnêtement, à mes yeux, ça ne change rien du tout. Ce qui compte, c'est de reconnaître
C'est un crime de guerre absolument massif qui est en train d'avoir lieu. Quand je vous parle de crime de guerre, c'est-à-dire que cette notion est reconnue et débattue au sein même de la communauté juive aux États-Unis, en Angleterre, ailleurs, même en Suède, c'est-à-dire que même les Juifs eux-mêmes reconnaissent qu'on ne peut pas continuer comme ça. L'exception est qu'en France, on ne parle pas de ce type de sujet. On ne veut même pas entendre parler de crimes de guerre alors que ce sont les droits internationaux qui le stipulent. Moi, je suis invité j'ai fait beaucoup de plateaux et à chaque fois, je répète. Vous savez, j'étais l'autre jour sur un plateau et là, celle qui présentait le débat a pointé le doigt sur moi et elle a dit « Alors, monsieur, est-ce que c'est un crime contre l'humanité ?» Je lui ai dit « Mais honnêtement, pourquoi vous avez besoin de tout tirer vers la folie? C'est un crime de guerre massif, ça ne vous suffit pas? Si c'est un crime de guerre massif, alors ça va, il faut que ce soit un crime contre nous. Mais c'est absurde. C'est absurde. Et c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est les crimes qui sont commis. Après, vous appelez comme vous voulez, je m'en fous. Mais ce sont des crimes épouvantables. Ça concerne M. Sipel, ça concerne aussi la communauté chrétienne. On l'a vu avec le bombardement de cette église orthodoxe. C'est la 3e plus vieille église au monde, alors qu'en Occident, on nous dit que l'islam est en guerre contre les chrétiens. Mais là, on voit qu'en l'occurrence, non, puisque c'est une église qui existe depuis des millénaires, à côté des mosquées, à côté de la communauté musulmane, et on les a jamais menacés, alors que cette fois, il y a un bombardement qui émane bien des avions sionistes. Je vais vous dire autre chose, c'est que les colons israéliens, de plus en plus, s'attaquent aux chrétiens, aux arabes chrétiens, dans la ville de Jérusalem, qui est le lieu avec Bethléem où il y en a le plus. Ça prouve que... Oui, allez-y. C'est pas seulement ce qui se passe à Gaza, c'est une politique. C'est pas un hasard s'il s'appelle le parti sioniste religieux. Il y a les deux éléments. Et il y a aussi un fanatisme religieux qui est très puissant chez eux, très puissant. Parce que certains juifs sionistes agitateurs nous vendent le choc des civilisations. Donc d'un côté, on a la civilisation judéo-chrétienne et d'un autre côté, on a l'islam. Mais même l'expression judéo-chrétien, quand on voit l'histoire et quand on voit les événements actuels, est un peu creuse. D'abord, la civilisation occidentale, elle est gréco-romaine, elle n'est pas judéo-chrétienne, elle est gréco-romaine. Ensuite, l'islam a participé amplement à la formation de l'Europe, comme vous le savez. Donc tout ça, ce sont des développements idéologiques pour essayer de faire croire que l'islam est une religion différente des autres, ou bien que les Arabes sont des gens différents, leur culture est différente. Vous savez, moi je suis un enfant d'immigrés qui est venu d'ailleurs en France, et toutes ces histoires-là, toutes les thèses racistes à l'égard des immigrés, c'est toujours la même histoire. Vous savez, il y a très peu de musulmans aux États-Unis. Alors vous savez ce qu'on dit? On dit que ce sont les latinos, les Mexicains, qui sont culturellement incapables de s'insérer dans la culture américaine. Ils arrivent depuis 60 ans, exactement comme les Algériens, les Tunisiens, les Marocains en France, et pourtant, de plus en plus, sont intégrés dans la société française. Quand il y a eu la crise du Covid, moi j'ai été très étonné de voir le nombre de médecins algériens, marocains, tunisiens qui s'exprimaient à la télévision avec de très bons spécialistes, etc. Et je me disais, maintenant, avec tout leur boniment sur le fait que ce sont des gens qu'on ne peut pas insérer dans nos sociétés, toutes ces foutaises, ils ont perdu d'avance, quoi. Le monde change et c'est comme ça. Et donc, Sylvain Sipel, j'ai une dernière question à vous poser. Vous n'aimez pas jouer au prophète, mais comment vous voyez la suite des événements, que ce soit à Gaza, la crise entre les Razaouis et les sionistes, ou en France, où on est en train d'essayer d'imposer le choc des civilisations? Dernière question. Ma dernière question, c'est moi ce qui me préoccupe le plus, c'est qu'est-ce qui va se passer à Gaza. On voit bien que Netanyahou a promis aux Israéliens qu'il allait faire vraiment la riposte la plus terrible qu'on a jamais vue. Honnêtement, d'une certaine manière, c'est déjà vrai, parce que les bombardements d'une telle ampleur, on ne les a jamais vus, et déplacer 1 million de personnes, ça non plus, on ne l'a jamais vu encore. Cela étant dit, je vois bien que l'armée israélienne a
à des débats internes et de fortes hésitations pour y aller. Et il n'y a pas que ça. Il y a la crainte israélienne d'une évolution qui fasse rentrer le Hezbollah et les Palestiniens de Cisjordanie et de Jérusalem dans la bataille. Et ça, c'est ce qu'ils veulent absolument éviter. Or, ils sont dans une contradiction de base. Ils ne peuvent pas à la fois rentrer dans Gaza et faire une opération énorme qui viderait partiellement ou totalement le Gaza de sa population. Sisi a déjà prévenu les Israéliens que ce serait un cas de rupture. Sylvain Sipel. Et donc, il est dans une... C'est ça la question clé, elle est là. Qu'est-ce qui va se passer? Sylvain Sipel, je vous remercie d'avoir été avec nous et vous avez bien animé le débat. Merci pour toutes vos explications et vos éclaircissements. L'échiquier international arrive à sa fin. Je vous laisse avec la suite des programmes sur Al 24 News et je vous dis à demain.